Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. À suivre, exit la politique, place à l'économie, croissance en berne, secteur pétrolier en récession et une dette croissante. Quelle sera la priorité du nouveau pouvoir au Nigeria? Nous mettrons en lumière les défis qui attendent le nouveau président. Et puis la Zambie, l'Éthiopie et le Ghana attendent toujours avec impatience un allègement de leurs dettes après l'échec d'une réunion des ministres des Finances du G20. La restructuration de la dette ayant été compromise par les décisions des grandes puissances, l'inquiétude gagne du terrain. L'oléoduc d'Afrique de l'Est est sur les rails. La Tanzanie a donné son feu vert à la construction de l'ouvrage. L'Ouganda vient ainsi de surmonter le dernier obstacle à l'exploitation de son pétrole. Les détails dans un instant. Merci de nous rejoindre. Avant même de prêter serment, le nouveau président du Nigeria mesure l'immensité de sa tâche. Qu'il s'agisse de relancer la croissance ou de contenir la hausse de la dette, le nouveau gouvernement du pays a du pain sur la planche. Il hérite aussi des effets de l'introduction ratée de nouveaux billets de banque. Les 4 prochaines années sont donc considérées comme l'ultime chance pour sortir la plus grande économie d'Afrique du gouffre. Les élections au Nigeria ont apporté leur lot de surprises et d'orthodoxie. Bouleversés par la contre-performance de leur propre économie au cours de ces 10 dernières années, les Nigérians ont abordé la question à travers le prisme des prix élevés des denrées alimentaires, du chômage et de la corruption au sein du gouvernement. Le secteur pétrolier, principale source de devises de la plus grande économie d'Afrique, est en récession depuis 2020. Sur une base trimestrielle, le secteur a enregistré une croissance négative 11 fois de suite depuis le deuxième trimestre de 2020. Au cours des 7 dernières années, la croissance du PIB a été en moyenne de 1,1%. La nouvelle administration aura donc la lourde tâche d'établir des politiques permettant de rendre l'économie plus inclusive et compétitive. Le port de Lekki, récemment mis en service, pourrait être le nouveau fer de lance de l'économie, puisqu'il doit stimuler la compétitivité des exportations du Nigeria. Gospel Obele est l'économiste en chef de Streetnomics Global. Merci pour votre temps. Dans quelle mesure l'état de l'économie a-t-il influencé le comportement des électeurs? Merci beaucoup de me recevoir, Ronald. Depuis la pandémie, les politiques incohérentes ont abouti à des montagnes russes, ce qui a conduit à une grave crise du coût de la vie et des coûts énormes pour faire des affaires. De nombreux Nigérians sont piégés dans des cycles de pauvreté plus importants qu'auparavant. Vous savez, l'inflation a atteint un niveau record de 21% et c'est une réelle préoccupation. En outre, plus récemment, les politiques de la Banque centrale ont plutôt limité l'économie en termes d'options de liquidité et effectivement les possibilités pour les entreprises de se développer et de prospérer dans ce contexte. Tous ces événements intensifient le besoin de changement, le besoin d'une mise à niveau, le besoin d'un nouveau leader, le besoin d'un nouveau niveau de direction, en particulier pour les jeunes. Et nous avons vu que tout cela s'est traduit par une forte participation le week-end dernier. Donc l'économie a été un facteur important, oui. Il y a une faible croissance, le secteur pétrolier est en récession, l'inflation et la dette progressent. Par où doit commencer la nouvelle administration? Je suis d'accord avec vous. Il y a tellement d'éléments mobiles dans ce qui se passe actuellement dans l'économie nigériane. Le nouveau président a toute une série d'activités ou de priorités qu'il doit vraiment régler. Par ailleurs, cela dépend en grande partie de l'établissement de priorités et dans de nombreux cas, de la prise en compte de variables interdépendantes dans l'élaboration de nouvelles propositions économiques pour le peuple nigérian. Donc, techniquement, il s'agit de jongler avec plus d'une balle en l'air et de s'assurer que vous avez la bonne équipe de gestion économique pour commencer à retravailler le processus de retour à la prospérité, à la stabilité, à des prix équitables, mais aussi à réparer les déficits structurels qui ont conduit à ces dommages actuels. Le régime sortant a connu 2 récessions, une chute des prix du pétrole et une pandémie. Qu'est-ce que le président Buhari aurait pu faire qu'il n'a finalement pas réalisé?
Les Nigérians l'ont élu en 2015 sur la base d'un changement et aussi sur la base d'un certain nombre d'antécédents perçus comme étant décisifs sur des questions. Mais nous n'avons pas vu cela au cours des 8 dernières années. Et nous avons également vu que la direction qu'il a donnée à l'économie était davantage axée sur le secteur pétrolier. Et dans de nombreux cas, nous avons également vu que le secteur non pétrolier a engrangé plus de 1,1 trillion de naira de recettes par rapport au secteur pétrolier et gazier au cours du dernier trimestre environ. Nous avons constaté que le potentiel existe, mais l'administration actuelle, qui va bientôt partir, n'avait pas la volonté politique et la structure politique adéquate pour combler les lacunes institutionnelles et tenir les promesses électorales ou de campagne, ce qui, encore une fois, a conduit à cette incapacité à gérer correctement l'économie dans le contexte des problèmes mondiaux qui ont surgi avec la pandémie et par conséquent, nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Les candidats ont-ils bien formulé les problèmes à l'origine du malaise économique du Nigeria, à votre avis? Et pensez-vous qu'ils ont des remèdes appropriés? Ils sont tous nuancés dans la qualité des solutions qu'ils cherchent à apporter sur la table. Ils sont également très nuancés dans les mécanismes autour desquels ils prévoient de tenir ses promesses politiques ou ses promesses de campagne. Et c'est en fait ce qui fait la différence entre les 3 ou 4 principaux précurseurs, selon le cas, et aussi le désir et la quête des jeunes Nigérians ou de la classe moyenne pour une nouvelle perspective de leadership qui est probablement plus décisive avec la gestion sans affiliation à l'état actuel des choses. Il y a donc beaucoup d'attentes dans l'air et nous espérons que les résultats de l'élection et l'engagement post-électoral aideront à permettre et à renforcer cela. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que les mécanismes de mise en œuvre des options politiques diffèrent d'un candidat à l'autre. Et l'espoir est que celui qui assumera la présidence devra avoir le niveau requis en termes de capacité à mettre en œuvre les bons mécanismes afin de garantir que nous apportons le changement nécessaire, la croissance et les options de prospérité qui sont les plus importants pour le Nigérian moyen en ce moment. Gospel Obele, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous, Ronald. La réunion des ministres des Finances du G20 qui s'est tenue en Inde la semaine dernière n'a pas permis de trouver un accord sur l'allègement de la dette des pays à faible revenu, prolongeant ainsi l'angoisse de la Zambie, du Ghana et de l'Éthiopie. Principale pomme de discorde, la demande de la Chine aux banques multilatérales de développement et aux créanciers privés. Les ministres des Finances du G20 se sont réunis à Bangalore en Inde du 23 au 25 février. Cette deuxième réunion convoquée pour discuter des lacunes du cadre commun, une initiative du G20 qui réunit les prêteurs du Club de Paris, les créanciers privés et la Chine, avait été présentée comme la meilleure chance de faire converger les prêteurs vers un accord sur la dette de la Zambie, mais aussi de débloquer les perspectives d'allègement de la dette de l'Éthiopie et du Ghana. En 2020, la Zambie a été le premier pays africain à se retrouver en défaut de paiement sur sa dette extérieure, estimée à 13,3 milliards de dollars depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les créanciers soutenus par les États-Unis ont rejeté cette demande, affirmant que toute décote des prêts nuirait à leur situation financière. La Chine affirme avoir fait des concessions généreuses et a accusé les États-Unis de chercher à politiser l'allègement de la dette sans proposer de solution. En attendant, Lusaka, Accra et Addis Abeba espèrent une résolution de leur appel à la restructuration de la dette. La Tanzanie a approuvé la construction d'un oléoduc pour le transport du pétrole ougandais, revers majeur pour les défenseurs du climat, mais une victoire importante pour les ambitions de Kampala de rejoindre le club des producteurs de pétrole en 2025. Son coût est estimé à 5 milliards de dollars. Cette installation est présentée comme le plus long oléoduc chauffé au monde. Il transportera le brut extrait des champs pétrolifères du centre-ouest de l'Ouganda vers le port tanzanien de Tanga pour l'exportation.
L'oléoduc est situé à 20% en Ouganda et à 80% en Tanzanie. En tant que projet intégré unique, l'obtention des 2 licences signifie que tous les aspects du projet, qu'ils soient environnementaux, juridiques ou autres, ont été harmonisés et que la construction peut commencer. Cependant, le projet a été la cible de militants qui estiment que l'oléoduc menace le fragile écosystème de la région et les populations qui y vivent. Dans un élan majeur pour le projet, un tribunal français a rejeté mardi une plainte déposée par des groupes environnementaux contre Total Energy. En janvier dernier, l'Ouganda a lancé les premières activités de forage sur un site exploité par la China National Offshore Oil Company. Avec 62% des parts, le pétrolier français Total Energy est le principal actionnaire de l'oléoduc. L'Ouganda et la Tanzanie en détiennent chacun 15%. C'est ainsi que se referme cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa.